Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour chers étudiants. Donc aujourd'hui, on va essayer d'attaquer la dernière partie de cours. Système d'exploitation, à savoir le file system management ou système de gestion de fichiers. Donc il s'agit de la partie de la gestion de la mémoire permanente, de la mémoire secondaire de disque dur, comment on gère ça avec la notion de fichier. Donc la notion de fichier, on a dit que tout ce qui va être permanent doit être sauvegardé sous forme de fichier. C'est que la RAM, elle sert à l'exécution des programmes, des processus, mais il a le problème d'être volatile chaque fois que la machine est hors tension, on perd ce qu'elle contient. La RAM, elle est volatile. Il nous faut une mémoire permanente et donc elle est offerte par le disque. Et ce qu'on met dans le disque, c'est les fichiers. Et les fichiers, la notion de fichier, c'est un petit peu l'unité la plus petite par laquelle on gère l'information. Donc, si on gère, si ce qu'on met dans la mémoire, ce sont les processus, maintenant on parle de notion de fichiers. Donc, je vais essayer de partager mon écran et on va s'enchaîner sur le cours. Donc, on va essayer de passer au dernier chapitre. Donc, la dernière partie. Donc, vous allez voir qu'il y a une ressemblance entre la gestion de la RAM, la gestion de disque, mais on va essayer d'aller plus. Donc, voilà. Donc, les systèmes de gestion de fichiers. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir les points suivants. Système de fichiers, qu'est-ce qu'un fichier, qu'est-ce que les répertoires, les structures du fichier, donc il y a qu'est-ce qu'on met dans un fichier, comment le système va gérer l'accès au fichier, quelle est la relation entre les noms qu'on donne comme utilisateur, ce qu'on appelle ce sont des noms logiques parce que je peux changer le nom, et donc la correspondance avec les blocs de disque. On va voir comment donc gérer pour que le système sache où sont les blocs qui sont libres et les blocs déjà alloués au fichier. Comment lorsqu'il y a plusieurs requêtes d'accès, donc comment les gérer. Donc on commence par le commencement. Donc la question, qu'est-ce qu'un fichier? On a vu un petit peu la notion de fichier, les structures de données, le S4. On a dit qu'un fichier, c'est une collection d'informations, de données nommées, elles ont un nom, apparentées, enregistrées sur un stockage secondaire qui sont de nature permanente. Lorsque j'ai un fichier, tant que j'ai accès au disque, il contient ces informations l'année prochaine, d'ici 10 ans. Lorsque le disque est accessible, lorsque le disque est un petit peu endommagé, je perds l'information qu'il contient. Alors que la RAM, même si elle n'est pas atteinte d'aucun malise, lorsqu'elle est hors tension, et donc elle perd l'information. Vous voyez que le fichier, donc le disque, même s'il est hors tension, il n'a pas besoin de l'électricité pour sauvegarder de l'information, parce qu'il utilise donc la plupart du temps donc les supports ferromagnétiques donc, pour enregistrer de l'information indépendamment de l'alimentation.
Donc, les données qui se trouvent sur un stockage secondaire doivent être dans un fichier. Et vous voyez que lorsque je programme, par exemple, en langage C, C++, Java, je crée des fichiers. Lorsque je les compile, donc je dois avoir les fichiers objets, donc qui sont des blocs de bytes, et je peux avoir un fichier exécutable. Je parle toujours de fichier, il est sur le disque. Mais un fichier exécutable, lorsque il est compilé, donc lorsque je veux le charger sur la mémoire, le loader, le chargeur va essayer d'extraire les instructions qu'il va essayer d'exécuter, donc sous forme de processus. Donc, on peut mettre dans un fichier les données texte, les données binaires. Donc, vous savez, donc on a par exemple les fichiers doc, les fichiers Excel, les fichiers .txt. Donc, on peut mettre ce qu'on veut dans un fichier, mais il faut spécifier au système donc quel est le type de données dont on traite, comment un petit peu on peut avoir des informations sur des informations. Les informations sur le fichier, ce qu'on appelle les métadonnées, par exemple, à la tête de chaque, donc l'entité de chaque fichier, on a les métadonnées pour permettre au programme de manipuler les données qui sont dans le fichier, donc ce qu'on appelle les métadonnées. Les données qui se trouvent sur un stockage secondaire doivent être, donc on a différents types de fichiers qui peuvent être des données binaires, numériques, caractères, etc. Les programmes, langage C, C++, les instructions, les fonctions, les subroutines, donc les images, l'audio. Donc lorsque j'ai par exemple une image, je sais qu'une image, elle va être partitionnée en pixels, une image numérique, parce que je ne peux pas mettre dans un fichier numérique, donc parce que je veux le mettre sur un système informatique, je ne peux pas mettre quelque chose d'analogique. Donc, je dois binariser, je dois numériser l'image, je dois la découper en pixels, et chaque pixel va être représenté, par exemple, une image au niveau de gris, donc il va être codé sur un octet, chaque valeur donc de 0 jusqu'à 255, et le 0 c'est la valeur noire, le 250 c'est la valeur blanche, la couleur blanche. Entre les deux on a donc entre les deux on a le dégradé de couleur, comme on peut avoir une image couleur dans laquelle j'aurai 3 octets pour chaque valeur, et donc la couleur rouge, verte et bleue. Et donc, le système doit savoir comment il est codé l'information. Est-ce que c'est une image, par exemple, binaire? Est-ce que c'est une image au niveau de gris? C'est une image couleur? Même chose, par exemple, pour un fichier MP3 audio. Donc, je dois un petit peu numériser le signal et coder chaque valeur sur un ensemble de bits. Et donc, de cette façon, le programme qui va lire le fichier doit savoir comment il est codé l'information. Donc, on a tout d'abord les informations sur les données, ce qu'on appelle les métadonnées, donc ce qu'il y a dans l'entité du fichier pour pouvoir lire le fichier. Donc, les attributs d'un fichier. Donc, les attributs constituent les propriétés du fichier. Ils sont stockés dans un fichier spécial appelé répertoire. Donc, pour accéder au fichier, on accède tout d'abord à la notion de répertoire. Nous allons retourner vers la notion de répertoire pour voir quels sont les types de répertoires qui existent, donc comment le système doit gérer les informations. Donc, l'entrée de chaque répertoire, donc on a par exemple, je peux tracer mes messieurs, donc un répertoire, donc c'est comme un tableau dans lequel il y aura par exemple un fichier, il va un petit peu donc contenir bien sûr donc un nom de fichier et les attributs, d'accord? Donc les attributs, on a dit que les attributs, ce sont les métadonnées, ce sont les informations du fichier, parce qu'on n'a pas encore accédé aux données proprement dites. Les données, elles sont sur les blocs de données, mais on a
tout d'abord quelques informations, par exemple, le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, c'est le nom que l'utilisateur donc, va donner à un fichier. Et je peux renommer. Donc, l'utilisateur peut changer le nom. Donc, vous savez que ce n'est pas permanent, donc c'est un nom logique que je peux changer. Par contre, les informations, elles sont sur les blocs de données. On va voir que le disque, il va être réparti en ce qu'on appelle les pistes, les secteurs et donc les blocs de données, c'est un petit peu un ensemble de secteurs. Ça peut être un ou plusieurs secteurs. Et donc, les informations, elles sont sur le répertoire, mais les données proprement dites, par exemple, je connais comment l'image a été codée, mais les données de l'image, elles sont sur le bloc. Donc, on a, pour permettre aux personnes d'accéder au fichier, donc par exemple, si j'ai une image, mon image personnelle, je peux mettre dans mon image Brahim access.jpg, .tif, .pp, etc. S'il s'agit de la musique, par exemple, Ahozar, Kaltoum, Jacques Brel, etc. Donc voilà, il y aura le nom qui va indiquer le contenu du fichier. Donc, un identificateur, donc c'est si pour la gestion, donc pour l'identification du processus, le système utilise les PID, donc Process Identificateur. Donc ici aussi, donc chaque processus, il a un PID unique à lui. Donc voilà, on ne peut pas avoir de processus avec le même PID. Donc voilà, même chose ici, chaque fichier, donc pour la gestion interne, donc le système de gestion de fichiers, elle connaît donc chaque fichier par son ID. Chaque fois que le système crée un fichier, il lui attribue un ID. Par contre, le nom du fichier, je peux le changer. Le ID, je ne peux pas l'aider. Donc, chaque fichier, il a un ID unique. Donc, un nombre permet au système d'identifier les fichiers. Donc, le type, donc, ça peut être, donc, est-ce qu'il s'agit d'un fichier binaire, texte, image, etc., pour permettre au système, donc, qui supporte donc le type de trouver le programme. Donc, est-ce que le programme peut le lire ou pas, peut l'exécuter ou bien peut écrire là-dedans. Donc, il y a des systèmes qui utilisent les types, il y a même des systèmes qui n'utilisent pas le type. La position. Il indique le disque et l'adresse du fichier sur le disque. Donc, il indique, donc, par exemple, le fichier, donc, il commence, voilà, les disques. Donc, par exemple, on va voir que un certain fichier, ils vont commencer un certain bloc, quelle est la taille. Donc, on va voir aussi la taille. Donc, il doit indiquer la position sur le disque des blocs qui contient vraiment les informations du fichier. Parce que donc, tout ceci, ce sont les attributs, ce sont les métadonnées pour accéder aux données du fichier. Donc, la taille, ça peut être en nombre de blocs, ça peut être en octets, ça peut être donc, c'est la taille, il indique en nombre d'octets ou de blocs, quel est le nombre de blocs qu'utilise le fichier, quel est le nombre d'octets du fichier, etc. La protection. Donc, la protection, parce qu'on va avoir qu'on travaille sur tâches multi-utilisateurs. Donc, voilà. Donc, on peut avoir à donner, donc, lorsqu'on crée un fichier, on peut donner aux autres utilisateurs le droit de la lecture, read, le droit d'écriture, write, et le droit d'exécution, ex. Donc voilà, c'est pour ne pas permettre, donc pour protéger les fichiers des utilisateurs contre les accès invalides. Donc si je donne à un utilisateur l'accès, il peut accéder au fichier. Si je le restreins d'accéder au contenu du fichier, et donc il y a ce mode de protection. Et donc, la fonction, donc, par exemple, sur Linux, pour changer les droits, c'est ce qu'on appelle chmod, change mode, chmod. Donc, c'est la fonction chmod, donc, pour changer, pour attribuer. Donc, tu peux mettre, donc, donc le read, write, X pour l'utilisateur, read, write,
X pour le groupe d'utilisateurs parce que, par exemple, un utilisateur, il appartient à un groupe. Par exemple, vous êtes maintenant dans le groupe, le groupe MIP ou bien pour le groupe I512, on peut dire que chaque étudiant, il appartient au même groupe. Et donc, puis, on a other. Donc, on a utilisateur, groupe d'utilisateurs et les autres. Et donc, on a aussi R, W et X. Donc, si je donne le droit, donc il y aura un. Si le droit un, je peux ne pas donner donc aucun droit. Donc, je peux mettre 0, 0, 0, mais mettre un droit, donc, ou ne pas le mettre un 0. Donc, voilà. S'il y a, ça veut dire je lui donne le droit. Si je lui donne 0, ça veut dire je ne lui permets pas donc, le droit d'accéder au fichier, soit en lecture, soit en écriture, soit en exécution. Donc, voilà, on aura 9 bits pour protéger les fichiers, etc. Donc, chaque fois qu'on crée un fichier, on peut et la fonction c'est hmod. Si nous sommes le propriétaire du fichier, je peux donner le droit aux autres donc par la fonction c'est hmod. Détermine qui peut écrire, lire et exécuter. Donc, ce sont les trois modes. Donc, la date, ça peut être, par exemple, la date de la première création, le temps de la première création, être, etc., l'honneur, donc celui qui a créé le fichier. Donc, il y a, par exemple, des gens qui sont malins, mais ils sont un petit peu stupides en même temps. Lorsqu'ils créent un fichier, et donc, lorsque je crée un fichier, il y a mon identité qui est dans le fichier. Dans l'entité du fichier, donc, il y a celui qui a créé le premier fichier. Par exemple, elle essaie de créer, par exemple, des stupidités et de les envoyer aux gens comme étant, donc, c'est un fichier qui circule, on ne sait pas l'origine. Mais si je reviens, donc, si on peut accéder aux attributs du fichier pour savoir qui a créé en début le fichier et celui qui a créé a de la saleté ou bien a de la bêtise. Donc, chaque fois, donc, vous ne les voyez pas, mais ce sont les métadonnées, ce sont les informations sur le fichier et il faut être vigilant pour ne pas faire des conneries qui peuvent être un petit peu pénibles pour certains. Donc, on a des histoires, donc des gens qui se prennent pour des malins et essayent de partager des conneries, mais à la fin, on peut les détecter. Et donc, la police judiciaire, elle est intelligente sur ce domaine et donc, elle est plus intelligente que vous les sous-estimez. Donc, elles sont hyper équipés par des logiciels donc pour détecter n'importe quelle source d'information qui peut être nuire aux autres. Donc, soyez vigilants sur ce côté. Donc, qu'est-ce que le système? Donc, on sait maintenant qu'est-ce qu'un fichier. Un fichier, c'est des données qu'on va essayer de sauvegarder d'une façon permanente sur des blocs de disques. Un fichier, on a des informations sur le fichier qu'on met sur le répertoire, donc c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Donc le répertoire, c'est une structure un petit peu plus élevé que le fichier. Donc, le fichier, c'est un petit peu le niveau le plus bas. Et donc, le système de fichier, c'est la partie du système d'exploitation qui est consacrée à l'organisation logique du fichier. Donc, comment ils vont être organisés sur le disque. Donc, la représentation de l'information, pour accéder à ces informations, on doit avoir des structures de répertoire pour avoir le nom, pour faire la correspondance, parce que l'utilisateur, lui, il connaît le nom logique qu'il a donné VG, mais le système doit faire la correspondance entre son nom logique et l'identificateur et les blocs. Et donc, il va faire, par exemple, la réalisation de fonctions d'accès. Il doit pouvoir créer un fichier, accéder à un fichier, lire un fichier, écrire dans un fichier, se positionner dans un fichier, renommer un fichier, détruire un fichier. Lorsqu'on détruit un fichier, il faut libérer les blocs qu'il contient et bien sûr effacer l'entrée dans le répertoire
l'entrée du répertoire, dans le répertoire du fichier, pour dire qu'il n'y a plus. Je peux, par exemple, je peux vider le fichier. Donc, vider le fichier, ça veut dire libérer les blocs, mais laisser son entrée sur le répertoire. Et donc, cette partie du système d'exploitation qui va faire la correspondance, l'interfaçage entre le disque et l'utilisateur s'appelle le système de gestion de fichiers. Donc, c'est une interface. Donc, c'est une interface utilisateur qui va essayer de permettre à l'utilisateur de faire toutes ces opérations. Création d'un fichier, lecture d'un fichier, ouverture d'un fichier, fermeture d'un fichier. Donc, toutes ces opérations, c'est le système de gestion de fichiers. Donc, vous savez que le matériel, c'est compliqué. Donc, il nous faut une interface qui va faire l'abstraction, qui va cacher la complexité du disque et va fournir à l'utilisateur des primitives, une interface simple d'utilisation lorsqu'il va créer un fichier. Donc, il n'a que créer un fichier, il n'a pas besoin de savoir où il va être sur le disque, quel bloc il va utiliser, etc. Donc, tout est caché, donc il va fournir une abstraction. Donc, un utilisateur n'est pas concerné par l'emplacement physique d'un fichier, comme on a fait pour les processus. Donc, on ne sait pas où il est logé un processus. L'objectif, c'est qu'il est chargé en mémoire. Nous aussi, notre fichier va être sur le disque. On ne veut pas savoir où il est, l'essentiel qu'il est sur le disque. Un utilisateur n'est pas concerné par l'emplacement physique d'un fichier ou par la méthode de gestion des blocs libres d'un disque. Parce qu'on va voir que le système doit avoir quels sont les blocs libres et les blocs déjà utilisés. Et donc, chaque fois qu'on crée un fichier, le système doit chercher dans la liste des blocs libres pour affecter les blocs pour le fichier. Et donc, nous, on ne va pas se soucier, on ne va pas avoir des problèmes à savoir quels sont les blocs. L'essentiel, c'est qu'il va être sur le disque. Plutôt, il s'intéresse à la manière de créer et de détruire un fichier. Donc, lui, le système de gestion de fichier, elle va lui donner les primitives de création, de lecture, de fermeture, de verture, de détruire, de renommer. Comment accéder aux fichiers pour les consulter ou les modifier? Comment donc protéger ces fichiers? Donc voilà, il aura toutes ces primitives. L'utilisateur, donc, lorsqu'il crée un fichier, lui donne un fichier logique parce qu'il peut le changer quand il veut. À chacun de et c'est le système de gestion qui se charge de faire la correspondance entre le nom que l'utilisateur a créé et les blocs sur le disque et les données d'un fichier et son implémentation sur un support physique. Le système de gestion de fichiers donne à l'utilisateur plusieurs primitives. Donc, les primitives, ce sont des appels système. C'est le code du système d'exploitation pour créer, écrire, lire, se positionner au début, ou effacer un fichier, ou se positionner donc on peut avoir qu'on a plusieurs façons d'accéder, de se positionner. Il y a par exemple les fichiers accès séquentiel, on doit lire à partir de début. Il y a les fichiers accès direct, je peux accéder directement à un bloc. Il y a l'accès indexé, donc on va voir tout ceci au fur et à mesure. Donc, les méthodes d'accès aux fichiers. Donc, on a plusieurs méthodes d'accès à un fichier peuvent être supportées par un système de gestion de fichiers. Accès séquentiel, basé sur le modèle de la bande magnétique. Donc, vous vous souvenez tous de la cassette. Donc, la cassette, donc il y a la bande magnétique. Et donc bien sûr il y a la tête de lecture. Donc voilà, je lis à partir de début pour lire
des blocs, je lis un bloc et puis je lis le suivant, etc. Et donc voilà, mais je peux un petit peu ce qu'on appelle rewind, donc rebobiner la cassette en avant et en arrière pour accéder à des blocs. Donc voilà, l'accès séquentiel, c'est avec le type de la bande magnétique de la cassette et de la radiocassette. Je ne sais pas si vous avez vu donc la cassette, donc je veux chercher cassette sur cassette radio. Donc, je vais partager. Donc, voilà, la cassette radio, elle est là. Si vous la voyez, elle est là. Donc, voilà, c'est un petit peu la cassette. Donc, la bande magnétique, donc la bande ferromagnétique dans laquelle on enregistre les données, elle est là. Et donc, la tête de lecture, elle essaie de lire ici. Et donc, je peux la rebobiner donc, pour aller en avant, en arrière. D'accord? Donc, elle est basée sur le modèle de la bande magnétique. L'accès direct, donc basé sur le modèle disque. Donc le modèle disque, donc on va voir que maintenant le disque, lorsqu'on parle de disque, ça veut dire que même si c'est un disque, donc il va être divisé en pistes. Chaque piste, elle va être divisée en secteurs, etc. Mais on va supposer, donc on va supposer que c'est comme si elle est linéaire. Donc ça, c'est les blocs ou bien les secteurs. Donc voilà. Chaque bloc, il est connu par son adresse. Donc par exemple, ça c'est le bloc 0. Le bloc 1, il est où? Le bloc 2, le bloc 3, le bloc 4, etc. Donc, je peux accéder, le système peut accéder. Donc, voilà, donc c'est comme les cases c'est comme les cases d'un tableau. Donc, chaque bloc, elle est connu par son adresse. Donc, je peux accéder soit au bloc 0, soit au bloc 1, soit au bloc 9, soit au bloc N. Donc, voilà, dans l'accès séquentiel de la cassette ou bien de la bande magnétique, je dois lire à partir du début pour atteindre la fin. Maintenant, je peux aller directement au dernier bloc, au premier bloc. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle disque. Donc, le disque, même si il est un petit peu, même si il est disque, même s'il est circulaire, donc on le schématise comme s'il est linéaire et donc je peux accéder directement à un bloc déterminé. Parce que donc pour accéder, donc je dois savoir la piste et le secteur. Et donc, la tête va se positionner sur le bloc voulu directement. Donc, je donne, donc, on fait la correspondance entre le numéro de bloc. Donc, lorsque je donne un numéro de bloc, le système doit retrouver la piste à laquelle il appartient, et le numéro de secteur sur la piste. Et il commande la tête de lecteur, donc le chariot, le contrôleur mécanique doit positionner la tête sur la bonne piste et le bon secteur, et on va accéder directement à ce bloc. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle l'accès direct.
Donc, l'accès direct, il est basé sur le module du disque. Donc, puis il y a accès séquentiel indexé. Donc, c'est un, c'est un accès qui est indexé, mais séquentiel. J'explique. Donc, au lieu, donc on aura donc un bloc d'index. Donc, pour accéder au bloc, pour un fichier, donc il peut, dans l'accès direct, je peux accéder au bloc direct d'un fichier. Donc, pour l'accès indexé, donc pour chaque fichier, j'aurai ce qu'on appelle un bloc d'index. Et donc, voilà, c'est comme si j'ai les clés. Donc, voilà, le premier. Donc, ça, c'est l'adresse du premier bloc, l'adresse, par exemple, du deuxième bloc. Il se peut que le premier bloc, il sera ici, et le deuxième bloc sera ici, le troisième bloc, donc, il est ici, le quatrième bloc. Donc, j'accède au bloc d'index qui va me donner les index des blocs. Et donc, le premier index, donc, c'est celui en haut. Donc, voilà, j'accède. Donc, lorsque le premier bloc, c'est le premier, donc, ici, donc, voilà. Mais sur le disque, donc, les blocs, ils sont éparpillés sur le disque. Et donc, j'accède au bloc d'index qui va me pointer sur. Donc, on va voir cette formulation lorsqu'on va parler des zénodes. Donc, voilà, on a un accès indexé, puisque j'ai les index c'est comme si lorsque je cherche dans un livre, lorsque je vois la page, donc je sais à quelle page je veux aller. Donc ici, je sais à quel bloc je dois aller pour accéder au premier bloc. Pour accéder au deuxième bloc, je dois accéder à son numéro ou bien à son adresse, etc., etc. Donc c'est un accès indexé séquentiel. Et donc, séquentiel parce que le premier, c'est celui-là, le deuxième, c'est celui-là, le troisième, etc. Donc, ça, c'est un petit peu l'accès indexé séquentiel. Donc, on peut aussi construire d'autres méthodes d'accès à partir d'accès direct. Ces méthodes demandent la construction d'un index pour le fichier. L'index contient les pointeurs vers les différents blocs de fichiers. Donc, c'est comme ceci. Unix, elle travaille avec ces inodes. Pour trouver une entrée dans le fichier, on cherche d'abord dans l'index. Donc, pour accéder à un bloc dans le fichier, une entrée du fichier, ça veut dire un bloc. On cherche d'abord dans l'index, de le tableau d'index, qui va m'indiquer quelle est l'adresse, le pointeur sur le bloc. Et on utilise le pointeur pour accéder directement au fichier. Donc, j'accède tout d'abord aux tables d'index qui vont m'indiquer là où ils sont stockés les blocs du fichier. Et donc, pour créer des fichiers, le système doit savoir où sont-ils les blocs déjà alloués au fichier et où sont les blocs qui sont libres. Donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Donc, les méthodes de gestion de l'espace libre et l'allocation de l'espace disque au fichier. On va voir par la table du bit, par les listes unies, donc au fur et à mesure, on va découvrir les méthodes d'accès. Donc, le système, lorsqu'un utilisateur a besoin de créer un fichier, s'il existe des blocs libres, ça veut dire faire allouer au fichier les blocs libres, ajouter une entrée dans le répertoire pour indiquer que le fichier nommé tel, elle a accès à les blocs. Donc, mais le système doit garder dans une partie du disque les blocs libres. On ne peut pas mettre ça dans la mémoire parce qu'on sait que la RAM elle est volatile. Lorsque le courant n'est pas là, et donc cette structure de gestion de l'espace libre va être détruite. Donc, il faut mettre ceci sur le disque lui-même. Le système doit accéder à cette zone. Donc,
avant d'accéder au bloc. Donc, il accède à cette zone, à cette structure de la gestion de l'espace libre avant d'accéder. Donc, l'implémentation du fichier est une tâche réalisée par le système d'exploitation. Sur les bandes magnétiques, cette implémentation est simple et consiste à mettre plusieurs fichiers sur une bande et utiliser l'accès séquentiel. On sait qu'on met un fichier, on met un deuxième, on met une chanson, on met une deuxième, et donc après, on va les mettre sur la bande magnétique. Mais sur le disque, on doit allouer les blocs au fichier. L'utilisation du disque dur permet. Donc, pourquoi on utilise le terme disque dur? Donc, le disque, pourquoi on utilise le terme du disque dur? Parce qu'avant, il y a le disque souple. Le disque souple, donc, je veux donc donc disque souple ou la disquette. Donc, vous voyez donc les disques souples. Donc, je vais essayer de la partager. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez donc les disquettes. Donc, les disquettes avant, il y a différents types. Donc, les disquettes, elles sont souples. Donc, voilà, ils ne sont pas rigides. Par contre, le disque dur, il est rigide. Et bien sûr, il y a une méthode de soufflerie pour que la tête, il est plus près de la bande ferromagnétique, mais il ne la touche pas. Si il la touche, il va la gratter, il va la bousiller, il va la faire. Donc voilà, c'est comme si vous vous rappelez donc le chariot sur le coussin d'air que nous avons vu tous au baccalauréat, pour ne pas avoir de frottement, il y a une soufflerie donc pour que la tête ne touche pas. Et il est près de la zone qui va essayer de lire ou bien d'écrire, mais il ne la touche pas. S'il la touche, il va la bousiller. Donc ici la disquette, donc il essaie de la tourner, donc pour que la tête de lecture, donc elle va essayer de frotter sur cette zone. Et donc voilà, c'est la disque. Le disque souple, c'est la disquette, alors que le disque dur, donc c'est un ensemble de plateaux et donc et de têtes de lecture. Donc, le disque dur permet une implémentation souple. Le but est que l'espace disque soit utilisé au mieux et que l'on peut accéder rapidement au fichier. Chaque fois qu'un fichier est créé, on doit le système d'exploitation, le système de gestion du fichier doit allouer les blocs libres. Chaque fois qu'un fichier est terminé, il doit restituer les blocs pour pouvoir les allouer à d'autres fichiers. C'est comme donc pour les processus et la RAM. Chaque fois qu'un processus a besoin de la RAM, et le système de gestion de la mémoire doit lui allouer donc les partitions, les blocs ou bien les pages, s'il s'agit de la mémoire virtuelle. Chaque fois qu'un processus se termine, il doit restituer la RAM qu'il occupait. Donc, le système de fichiers réside de la mémoire secondaire, donc elle réside donc voilà donc le disque, le ruban. Donc le file control block, c'est une structure de données contenue de l'information sur un fichier. Cette structure, donc elle réside en mémoire. Pour pouvoir la gérer, donc elle va être en mémoire. Structure physique des fichiers. Donc la mémoire secondaire est subdivisée en blocs. Et chaque opération d'entrée, sortie, d'écriture ou de lecture, donc elle va être effectuée en termes de blocs. Donc, je peux lire tout un bloc ou bien je peux écrire un bloc. Et un bloc, ça, en général, ça peut être un secteur ou plusieurs secteurs. Un secteur, c'est généralement 512 octets. Les blocs ribbons sont de longueur variable, mais les blocs disques sont de longueur fixe. Donc, c'est toujours de longueur fixe. Donc, je subdivise mon disque en blocs. Sur disque, un bloc est constitué d'un ou plusieurs secteurs contigus, 1 ou 2 ou 4. Donc, la taille d'un secteur est habituellement 512 octets.
Les fichiers sont alloués en unités de bloc. Donc, on dit qu'un fichier utilise un ou plusieurs blocs. Et donc, chaque bloc, donc, comme j'avais fait donc ici, un fichier, il peut utiliser par exemple head le bloc, il peut utiliser head le bloc. Les blocs peuvent être contigus. On va voir qu'il y a la location contiguë, la location chaînée et la location indexée. Donc, on va voir que ce qui est intéressant que le fichier, donc un fichier, il utilise un ensemble de blocs qui peuvent être contigus ou éparpillés sur le disque. Et donc, on va voir les trois méthodes d'allocation des blocs libres. Les fichiers sont alloués en unité, donc le dernier bloc est donc rarement rempli. Ah, ça génère quelque chose que nous avons déjà vu sur la mémoire. On a dit que par exemple pour l'allocation avec les partitions fixes ou la partition même variable, avec la partition fixe, nous avons vu la fragmentation. Avec même la partition variable, avec l'unité d'allocation, la dernière unité d'allocation n'est jamais remplie. Avec les pages, la dernière page n'est jamais remplie. Sauf si la taille de bloc est un multiple de la taille d'une unité d'allocation ou un multiple de la taille d'une page. Même chose ici. On aura le même problème de la fragmentation interne. Donc, la fragmentation interne, c'est que lorsqu'on alloue lorsqu'on alloue un certain fichier, un ensemble de blocs, par exemple, voilà, il utilise les blocs. Donc, un fichier, par exemple, si je dis que la taille d'un taille bloc est égale à 1 kilo, et la taille de mon fichier, c'est 2,1 kilo-octets. Donc, kilo-octets. Et donc, voilà. Je ne peux pas lui donner 2,1 blocs. Je dois lui allouer, le système doit lui allouer 3 blocs. Vous voyez qu'il ne remplit que 2,1 et donc cette zone, elle va être réservée mais non remplie. Donc, elle génère la fragmentation interne. On va voir que aussi la location contiguë des blocs va générer ce qu'on appelle la fragmentation externe. Et il faut faire le compactage de l'espace disque pour pouvoir un petit peu avoir de l'espace libre pour les fichiers. Donc, voilà, donc les fichiers sont alloués en unité de bloc, un ou plusieurs blocs, et donc le dernier bloc n'est pas totalement et donc rarement rempli et il génère la fragmentation interne. Si on vous demande qu'est-ce que la fragmentation interne, il faut spécifier. Est-ce que sur le disque, sur la RAM, la fragmentation interne sur le disque, c'est lorsque la taille d'un fichier, lorsqu'un fichier utilise des blocs et bien sûr, et le dernier bloc n'est pas totalement rempli. Donc, elle est partiellement remplie. La fragmentation interne sur la RAM, lorsqu'un processus utilise une certaine partition aux pages qui ne sont pas totalement remplies. La fragmentation interne sur le disque, lorsque les blocs libres ne sont pas contigus sur le disque. La fragmentation interne sur la RAM, lorsque les partitions libres ne sont pas contiguës sur la RAM. Donc, c'est un petit peu, il y a une analogie entre la RAM et le disque. Donc, la gestion de l'espace, comment le système va savoir où sont les blocs libres et les blocs déjà affectés ou déjà affectés au fichier. Donc, on parle maintenant du fichier. Donc, la première partie, on a vu la gestion de l'espace libre sur la RAM par le table de bits ou bien le bitmap, par les listes unies et par les subdivisions. Donc, on va voir ici différentes méthodes sur l'espace disque. Donc, le premier, c'est table du bit, donc ou bien table du bit, donc ou bien le bitmap.
Dans un système, les fichiers sont créés ou effacés assez fréquemment. Donc voilà, les blocs sont alloués ou libérés. L'espace libéré lorsqu'on efface un fichier est réutilisé pour de nouveaux fichiers. Le système maintient alors une trace de tous les blocs libres du disque. La création d'un nouveau fichier nécessite la recherche dans les blocs libres d'un espace suffisant pour contenir l'espace libre d'un disque peut être géré par une table de bits. Chaque bloc est représenté par un bit qui est à 0 si le bloc est libre et à 1 si le bloc est occupé. Donc, pour la gestion par la table de bits, j'ai par exemple mon disque qui va être subdivisé en blocs. Supposons que c'est mon disque dur, le disque dur, les blocs du disque dur, le premier bloc. Donc, je vais l'écrire d'une façon un petit peu propre. 0. Le bloc 1. Bloc 2. Le bloc 3. Il y a quelque chose qui ne va pas, que j'arrive à comprendre. Le bloc 4. Le bloc 5. Le bloc 6. 7. Et le dernier bloc, c'est 8. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, on a le premier bloc. Donc pour la table du bit, donc ça sera une table. Ça sera une table dans laquelle on aura, donc les bits seront à 0 ou à 1. Donc on aura première table, premier bit, deuxième bit, troisième bit, comme on a fait pour le. Donc, on a 1, 2, jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, supposons que c'est. Donc, jusqu'à 7. Donc, le bit. Donc, supposons que ça, c'est un bloc libre. 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 Donc, ça, c'est ça aussi, c'est un autre bloc déjà occupé, déjà occupé, déjà occupé, déjà occupé par un fichier ou un autre fichier. Donc, on aura la table de bits, on aura ici, donc c'est libre, donc elle va être à 1. Libre, donc c'est 0. Il est déjà occupé, c'est 1. Il est déjà occupé, c'est 1. Il est libre, c'est 0. Il est déjà occupé, c'est 1. Il est libre, c'est 0. Il est déjà occupé, c'est 1. Il est déjà occupé, c'est 1. Et il est libre, c'est 0. Donc, vous voyez qu'avec la table, donc, il y a donc, je dois un petit peu. Celui-là pour celui-là, le troisième.
1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me faut un autre. Donc, je dois mettre un autre ici. Le 8, c'est celui-là. Donc, vous voyez que la table de bits, il va m'indiquer quels sont les blocs libres. Donc, ça, c'est libre. Ça, c'est occupé, libre, etc. Donc, vous voyez que le système, il sait, chaque fois qu'il y a un fichier qui demande des blocs, elle doit un petit peu consulter la table de bits. Et donc, vous voyez que on peut faire la recherche par exemple, lorsqu'il y a un fichier, donc s'il y a la location contiguë, il faut chercher par exemple les errants qui sont un petit peu contigus, etc. Et donc le système, si il y a donc chaque bloc libre, il sait où il se trouve, son adresse. Donc ça c'est donc le premier. C'est le premier, le deuxième, c'est le deuxième, etc. Elle sait que le premier est libre, le deuxième déjà occupé, le deuxième déjà occupé, le quatrième. Premier, deuxième, troisième, le quatrième est libre, etc. Donc, il a une trace sur, donc, sur les blocs libres. Donc les blocs libres, elle sait où ils sont. Donc, chaque fois qu'il y a un fichier qui demande, donc, elle peut aller trouver directement. Une deuxième façon, c'est par la gestion par les chaînes. Une autre manière de faire est de chaîner les blocs libres et en ayant un pointeur vers le premier bloc libre. Donc, cette manière n'est pas très efficace pour que la liste, il faut lire chaque bloc, donc beaucoup de ton processeur. Donc, voilà. Le système, donc on a le premier bloc, donc il va continuer le premier, donc une liste chaînée, donc le premier, donc l'adresse du premier et bien sûr un pointeur sur le suivant. Donc, si je par exemple c'est 0, il va continuer le pointeur sur le troisième. Il pointe. Le troisième, il est libre. Il va continuer le pointeur sur le cinquième. Le cinquième, il pointe sur le huitième. Et donc, ici, un nul, par exemple. Donc, ça, c'est la fin. Donc, vous voyez qu'avec la liste chaînée, donc, je peux savoir donc, les blocs libres. Donc, ici, le bloc libre, on a ici un, deux, il me faut un autre. De libre. Donc, on a le troisième. Le premier, il est libre, il pointe sur le troisième. Le troisième, il est libre, il pointe sur le cinquième. Donc, le cinquième, il est libre, il pointe sur le huitième. Donc, ça, je veux l'effacer, donc j'ai oublié d'effacer ceci. Donc, on a dit qu'il pointe sur le cinquième. Il a l'adresse du huitième. Et le huitième, il pointe sur... Donc, c'est le dernier libre, donc 8, etc. Donc, voilà, j'ai les blocs libres. Le zéroième, le troisième, le cinquième et le huitième. Donc, voilà, je peux accéder. Donc, chaque fois que... Donc, il a toujours cette liste chaînée dans le disque. Chaque fois qu'il y a un bloc qui a besoin de... Chaque fois qu'il y a la création d'un fichier, il faut chercher dans cette liste pour allouer. Donc, chaque fois qu'on alloue un bloc,
on va mettre à jour cette liste. Si j'ai ce bloc pour un fichier, donc voilà, donc je dois supprimer celui-là et donc la tête sera maintenant ici. Si j'ai celui-là, je dois supprimer celui-là et donc la tête sera ici. Et même chose, chaque fois, donc, supposons que chaque fois qu'un fichier libère une zone, par exemple, le fichier qui utilise ce bloc, il le libère, il faut mettre à jour la liste chaînée pour que le bloc qui est libre entre là-dedans. Donc, il faut mettre à jour donc, à de la liste à chaque allocation et à chaque libération. Donc, le problème de cette liste chaînée, c'est que pour pouvoir la parcourir, voilà, il consomme beaucoup de temps. Donc, dans cet exemple, on a seulement que 8 blocs, mais imaginez qu'on a des milliers de blocs pour la parcourir. Donc, c'est un petit peu, pénible. Donc, une alternative, c'est que au lieu d'utiliser, donc, on utilise par exemple un bloc. Dans un bloc, on va mettre tous les adresses ou bien les pointeurs sur les blocs. Donc, c'est un bloc donc, dans lequel on va mettre les pointeurs sur les zones libres. Donc, le pointeur sur celui-là, le pointeur sur celui-là, le pointeur sur celui-là et un pointeur. Donc, tous les blocs libres, donc chaque bloc, il y a. Donc, vous voyez que on peut donc accéder facilement les blocs parce que pour parcourir, lorsque je veux affecter les blocs à un fichier, je cherche, lorsque j'affecte celui-là, je le supprime. Et donc, il faut que je cherche un deuxième. Maintenant, je peux accéder rapidement les blocs libres. Donc, l'accès séquentiel de la liste chaînée, il est pénible pour la recherche des blocs libres. Donc, une façon pour accélérer donc, la location, c'est d'utiliser un bloc d'index pour indexer les blocs libres. Donc, c'est ce qu'on appelle le grouping. Grouper les blocs libres dans un bloc d'index. Bloquer les adresses ou bien les numéros des blocs libres dans ce qu'on appelle un bloc d'index. Mais donc, on va voir que pour améliorer encore cette façon, il y a une deuxième façon. Donc, au lieu de mettre, par exemple, si par exemple, j'ai plusieurs blocs qui sont consécutifs, donc je dois un petit peu dire que celui-là, lui aussi, il est libre. Donc, supposons que celui-là aussi est libre. Donc, je dois un petit peu... Donc, lorsque celui-là maintenant, il est libre. Donc, je dois mettre par exemple dans l'index qu'il est 1, il est le seul. Celui-là, il y a le 3, mais il est aussi suivi par 2 blocs libres. Donc, le troisième, il est libre, mais donc, au lieu de mettre le quatrième et le cinquième aussi, je ne le mets que le troisième et le nombre de blocs libres que le suivent. Donc, lorsque je à choisir, donc, je sais que le troisième est libre, mais aussi le quatrième et le cinquième. Donc, si on a un autre, le sixième aussi, au lieu de mettre, je vais mettre le troisième et que 3 blocs qui suivent celui-là, ils sont libres. Donc, la location maintenant, il est accéléré et donc voilà, au lieu de faire le parcours séquentiel par la file d'attente, par les listes chaînées, donc avec ces méthodes de grouping and counting, on accélère la location et la libération. Et donc, voilà, ce bloc, il faut le mettre à jour si le tableau de bord pour savoir quels sont les blocs qui sont libres et qui sont occupés. Donc, voilà, chers étudiants, comme on a fait la dernière fois, donc, je vous demande que chaque étudiant essaye d'écrire son nom sur le chat, comme ça, je veux savoir quels sont les gens qui sont avec nous. Donc, voilà, je commence par écrire mon nom en premier.
Donc, une alternative est de mémoriser les adresses de n blocs libres dans le premier bloc libre. Donc, au lieu de mettre, donc voilà, je mets maintenant dans le premier bloc libre toutes les adresses. Donc, maintenant, au lieu de faire la lecture séquentielle par la liste Chini, j'accède tout à un ensemble de blocs libres. Et donc, lorsqu'il y a le fichier, donc lorsqu'on crée un fichier, donc on doit pouvoir lui allouer les blocs libres. Ainsi, les adresses d'un grand nombre de blocs libres peuvent être trouvées rapidement. Donc, il y a cette méthode de groupement. Donc, il y a aussi la méthode donc de counting. Donc, au lieu je groupe, j'ai l'adresse du premier bloc libre, mais si elle est suivi par un ensemble je mets le nombre de blocs libres que je suis, et donc de cette façon je peux allouer donc rapidement les blocs à un fichier. Et donc lorsqu'un fichier se libère, il faut mettre à jour tout ceci pour pouvoir les allouer à des fichiers. Donc maintenant, donc lorsque la question c'est comment allouer le système maintenant, il a une trace. Quels sont les blocs qui sont libres? Et donc, quelles sont maintenant les méthodes d'allocation des blocs au fichier? On va voir trois méthodes. La méthode contiguë, dans laquelle les blocs d'un fichier ont des adresses continues. Un fichier les blocs d'un fichier ne peuvent être contigus sur le disque. Et donc, ils vont générer ce qu'on appelle la fragmentation externe. Parce qu'il y aura des zones lorsqu'un fichier se libère, donc il y aura des blocs utilisés et des blocs non utilisés. Et notre méthode, c'est un petit peu, donc, par une liste Chini. Les blocs d'un fichier, c'est ce que le système de fichiers FAT, File Allocation Table, utilise. Donc, chaque bloc, il contient l'adresse du suivant. Donc, les blocs d'un fichier, donc, on sait le premier bloc, le dernier bloc, et donc, chaque fichier, il a ses blocs. Chaque bloc, il contient l'adresse. Donc, dans l'allocation Chini, ce n'est pas nécessaire que les blocs soient contigus. Vous savez bien que dans la RAM, les maillons d'une liste Chini ne sont pas contigus. Il se peut que le dernier sera le premier octet. Et le premier maillon sera le dernier. Donc, ça dépend de l'allocation. Maintenant, ça dépend de disponible. Donc, l'essentiel, c'est que chaque bloc, il contient l'adresse de bloc suivant. Et l'allocation indexée, c'est comme on a dit, donc les énodes, chaque fois que les blocs d'un fichier, c'est comme l'accès indexé. On accède à un bloc qui contient des pointeurs sur les blocs d'un fichier. Pour chaque fichier, on crée ce qu'on appelle le bloc d'index qui va contenir 6 pointeurs vers les blocs de données. On va voir ces trois méthodes, quels sont les avantages et quels sont les désavantages de chacune d'elles. On commence par l'allocation contiguë. La méthode d'allocation contiguë, donc qui dit contiguë, ça veut dire les blocs, elles sont continues. Ça, c'est par exemple le premier bloc, le deuxième, et lui suit le troisième, etc. Donc les blocs sont contigus. Sont contigus, mais par exemple, à ne pas oublier que la structure que nous avons vue, que nous avons supposée pour le disque, c'est comme cette structure. C'est comme c'est une structure un petit peu linéaire. Donc ça, c'est le premier bloc, le deuxième bloc, le troisième bloc, le quatrième bloc. Donc c'est comme si c'est un tableau. Mais en réalité,
Donc, le disque, il est comme ça. C'est un ensemble de pistes, donc un petit peu c'est un ensemble de pistes et chaque piste, elle est divisée en secteurs. Donc ça, c'est par exemple, donc cette piste, ça c'est un secteur, c'est aussi un secteur, c'est aussi un secteur, etc. Donc, ce sont des secteurs. Donc, vous savez que la densité des données à la périphérique ne sont pas comme donc, je vais retracer un petit cercle ici. Donc, vous savez que la densité des données sur le centre, etc. Donc, la densité ici, qui dit densité, c'est combien d'informations sur la surface. La densité ici, elle est très grande, alors que ici, la densité, elle est un petit peu moins dense. Donc, vous voyez que sur le modèle disque, c'est comme les blocs, c'est comme si c'est un tableau linéaire. Par contre, sur la réalité, donc ça, c'est une piste. Un bloc, il appartient à une piste, il appartient à un secteur. Donc, on doit savoir lorsque je sais la piste, donc je sais la tête de lecteur. Donc, ça, c'est un secteur, ça, c'est un secteur. Il se peut que les secteurs, ils connaissent un bloc, les deux autres, un autre bloc, etc. D'accord? Les autres, pour passer d'un secteur et d'une piste à l'autre, il faut un petit peu déplacer la tête de lecteur. Mais moi, logiquement, c'est comme si elles sont linéaires. Ça, c'est le bloc 0, ça, c'est le bloc A, ça, c'est le bloc 2. Je peux accéder à n'importe quel bloc. Parce que j'accède à une piste, j'accède à un secteur, et donc j'accède à un bloc. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Donc lorsque je donne un numéro, je sais quelle piste, quel secteur je dois lire ou bien je dois écrire. Donc ça, c'est un petit peu donc la logique sur le disque qu'on utilise. Donc, l'axe contigu. La méthode d'allocation contigue consiste que chaque fichier occupe un ensemble de blocs dont les adresses se suivent. Donc, les adresses, ça c'est l'adresse du premier bloc, l'adresse du second, l'adresse du troisième. Les adresses, elles se suivent. D'accord? La lecture, d'une manière générale, lorsqu'on a lu un bloc, la lecture du bloc suivant ne nécessite pas de déplacement de la tête de lecture. Donc, je lis un bloc, donc la tête de lecture ne se change pas, sauf si je suis sur le dernier secteur. Comme on a dit ici, la tête de lecture, donc, elle est sur la même piste. Lorsque je lis celui-là, je peux lire le suivant. Sauf si je suis sur le dernier, je dois déplacer la tête de lecture vers une autre piste. D'accord? Donc, les blocs d'un fichier peuvent être sur une piste ou bien sur des pistes qui se suivent. Lorsque je lis tous les blocs d'une piste, je peux me déplacer la tête du lecteur pour une deuxième piste pour lire les blocs de lorsque je termine la piste, je peux me déplacer vers donc, mais si je suis sur une piste, je lis une à une autre d'une façon séquentielle. La lecture du bloc suivant ne nécessite pas de déplacement de la tête du lecteur ou bien une piste au maximum lorsque c'est le dernier secteur d'une piste. Dans ce système d'allocation, un fichier est défini par son adresse de départ et sa longueur. Donc, dans le répertoire, donc un fichier doit avoir comme attribut le nom et bien sûr l'adresse de début.
l'adresse du premier bloc, et la taille soit au nombre de blocs, combien de blocs il utilise. Dans ce type d'allocation, un fichier est défini par son adresse de départ et sa longueur. Cette information est mémorisée dans l'entrée du répertoire. Donc, le répertoire doit avoir le nom du fichier, l'adresse du premier bloc et le nombre de blocs qu'utilise le fichier. L'accès à un fichier qui a un espace compté est relativement facile, donc parce que c'est séquentiel. Pour l'accès séquentiel, le système mémorise l'adresse du dernier bloc lu et pour une prochaine lecture, il lit le bloc. Donc, avec cet accès, donc, il y a par exemple, lorsque je lis un bloc, donc, il peut lire le suivant avec, bien sûr, read next. Lorsqu'il lit Hada, il est prêt à lire l'extra. Même chose pour l'écriture. Lorsqu'il écrit dans un bloc, il écrit dans un bloc, il peut écrire aussi le suivant. Donc, read next et write next. Donc, une prochaine lecture, il lit le bloc suivant. Pour l'accès direct à un bloc, un bloc d'un fichier commence au bloc B, on peut accéder facilement. Donc, je sais maintenant que le début du bloc C, par exemple, il accède, par exemple, à une adresse B sur le disque. Donc, je peux accéder directement au quatrième bloc du fichier en allant directement au bloc B plus K. Si le fichier, il commence au bloc B, je peux accéder au quatrième bloc. Et donc, le fichier, il va utiliser un bloc. Par exemple, le premier bloc, donc 0, le quatrième bloc jusqu'à énième bloc. Donc, je peux accéder au quatrième bloc du fichier en allant à l'adresse B plus K. Avec B, c'est l'adresse du premier bloc du fichier. Donc, je répète. Donc, on a par exemple un fichier. Donc, ça, c'est les blocs sur le disque. Supposons que l'entrée d'un fichier nommé A sur le répertoire, donc on a le répertoire sur chaque fichier, et là une entrée. Par exemple, le fichier A, le fichier B, le fichier BEX, parce que j'aurai BEX, donc AX, donc le nom du fichier c'est AX, donc il commence au bloc, donc au bloc A0, la taille CN, par exemple 10. Le BEX, il commence au bloc B0, elle va utiliser 30 blocs. Donc, par exemple, donc un A0, donc je dois un petit peu écrire A0 ici est égal à 3 et B0 est égal à 25. Donc, le 0, 1, 2, 3, donc le fichier, il a donc mon fichier A, il commence par ici. Il utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, jusqu'à ici. Mon fichier, les blocs de mon fichier, c'est ça, AX. Il commence à partir de bloc 3 jusqu'au bloc 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ça, ce sont les blocs de mon fichier. Tous ces blocs. Tous ces blocs, ce sont les blocs de mon fichier. Je peux accéder d'une façon séquentielle, comme je peux accéder d'une façon directe à chacun des blocs. Parce que pour aller, par exemple, au bloc 8,
au 8e bloc, ça c'est le premier bloc du fichier. Le premier bloc des fichiers, c'est le bloc 3. Le 8e bloc, c'est celui-là. Le 10e bloc, c'est le dernier. Le 7e bloc. Je peux accéder à n'importe quel bloc en allant au bloc 3 plus celui que supposons que je vais accéder au bloc 5. Bloc 5, je dois aller à 3 plus 5. 3 plus 5, ça veut dire c'est celui-là. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je peux accéder au 5e bloc en allant directement au 8e bloc du disque. Le 8e bloc du disque correspond au 5e bloc du fichier. Pour l'accès direct, donc je peux accéder d'une façon séquentielle et je peux accéder directement à un bloc. Donc l'accès séquentiel, donc en écriture et en lecture. Pour l'accès direct à un bloc d'un fichier qui commence au bloc B, on peut accéder facilement au bloc B plus K. Donc comme je viens de... Le problème de ce type d'allocation est de trouver l'espace libre pour un nouveau fichier. Supposons que je gère, par exemple, mon disque par une table de bits. Table de bits, ou même l'estimé, ou bien par bloc d'index, etc., par groupement, ou par, etc. Donc, on a aussi, par exemple, 0, s'il est libre, 0 s'il est libre, 1. Donc, lorsque je crée un fichier, par exemple, qui a besoin de 13 blocs, il faut trouver 13 blocs consécutifs. S'il n'y a pas de 13 blocs consécutifs, je ne peux pas créer le fichier. Parfois, il vous dit que vous ne pouvez pas créer encore de fichiers parce que le disque il est plein. Chaque fois qu'il n'y a pas d'espace sur le disque, vous ne pouvez pas créer de nouveau. Donc, le problème, c'est la création de nouveaux fichiers. Et donc, si vous ne pouvez pas trouver des blocs qui sont consécutifs, il se peut qu'il y ait ici des blocs libres, ici des blocs libres, mais ils ne sont pas consécutifs. Donc, vous ne pouvez pas créer le fichier. C'est pour cela que, donc, parfois, il faut compacter, faire la défragmentation, compacter l'espace libre, donc en déplaçant les fichiers à des zones, mais que des déplacements dit qu'il faut pénaliser le système par donc le problème de ce type d'allocation est de trouver de l'espace libre pour un nouveau fichier. Cela dépend de la gestion de l'espace. Elle est similaire à celui de la gestion de la mémoire et on peut appliquer les algorithmes connus de first fit, best fit et worst fit. Donc, je les rappelle. Donc, je veux rappeler un petit peu. Donc, imaginez que la table de bits fait par exemple, ici, fait 0, fait 1, fait 1, fait ici 0, 0, 1, 1, 1, déjà alloué, 0, 0, 0, 0, et un fichier qui utilise celui-là. Donc, on a ici un bloc libre, 3 blocs libres, 4 blocs libres, etc. Donc, lorsqu'on a un fichier qui a besoin, par exemple, de deux blocs, donc de 2 blocs, donc celui-là ne peut pas le contenir, celui-là, il peut le contenir, donc le système peut lui affecter, donc le first fit, il va lui allouer les 2 blocs, first fit parce qu'on l'a trouvé à partir des adresses basses, donc le first fit, il va lui allouer celui-là, le best fit, donc on a celui-là, on a trouvé celui-là, on cherche, on a celui-là, donc donc le best fit lui aussi il va lui allouer les deux
parce que donc celui-là est plus petit celui-là, donc le first fit et le best fit vont allouer à les deux. Le worst fit, donc il faut chercher la grande espace libre et on va allouer l'espace là-dedans au fichier. Donc celui-là c'est 4, donc le worst fit il va lui allouer les deux blocs pour que les deux qui restent peuvent être alloués à notre fichier. C'est comme on a dit que le worst fit, donc de l'allocation de la RAM, c'est pour que l'espace qui va être reste peut être accordé à de nouveaux processus. La même chose ici, que l'espace qui reste peuvent être alloués aux fichiers qui vont être créés dans le futur. Donc voilà, mais donc on peut faire de l'allocation des blocs, soit par table de bits, soit par les listes chinies, etc., soit par donc le table d'index. Donc, on a dit qu'on peut donc faire appel aux méthodes d'allocation ou de gestion de l'espace libre ou bien d'allocation du draw par first fit, best fit et worst fit. Worst, first fit, donc la première réponse à la requête, elle va attribuer les blocs. Best fit, elle doit parcourir tout l'espace libre pour trouver les draws, les blocs qui peuvent satisfaire. Le worst fit, elle doit parcourir pour trouver le grand bloc pour affecter les blocs, le grand espace libre pour affecter les blocs libre au fichier et donc de telle sorte que le reste soit le plus grand trou donc qui reste. Donc imaginez donc que le bloc dans mon fichier ils sont de cette façon. Donc, un autre problème concernant l'allocation contiguë est de déterminer l'espace nécessaire à un fichier. Lorsqu'on crée le fichier, est-ce qu'il va être agrandi ou pas? Et donc, s'il va être agrandi, il faut trouver de l'espace, etc. Donc, l'estimation de l'espace nécessaire lors de la création d'un fichier est difficile. Si on a une petite taille, on risque d'avoir des problèmes lorsqu'on veut faire une extension du fichier. Le système peut alors copier ce fichier dans un espace plus grand, mais cela ralentit. Donc, qui fait copier, ça veut dire déplacer le fichier. Donc, si on a une grande taille, est-ce qu'on va l'atteindre ou pas? Est-ce qu'on réserve beaucoup d'espace qui ne va pas être utilisé? Donc, il y a perte de l'espace mémoire, même si ça va être atteint. Donc, imaginez que les blocs dans mon fichier, elles sont notés de 0 jusqu'à 32, jusqu'à 31. Donc, les blocs de mon fichier, c'est ça. Et donc, dans le répertoire, on a le nom de fichier, le bloc de départ et le nombre de blocs qu'il utilise. Par exemple, le first fichier, c'est count. Il commence au bloc 0 et il utilise deux blocs. Ça veut dire qu'il va utiliser le bloc 0 et 1. Vous voyez que le count, il utilise le bloc 0. Ça, c'est les blocs. On a divisé le bloc, le disque en blocs, en 32 blocs. Donc, de 0 jusqu'à 31. Le fichier tr, file tr, it begins at 14 blocks and he has a length of 3 blocks. 1, 2, and 3. The file mail starts at blocks 18, 19, and it uses 6 blocks, 19, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The last, not the last, the file list starts at block 28 and it has the length 4 blocks 28, 28, 29, 30, and 31. And last and not least, the file f begins
at block 6, and it used two blocks, 6 and 7, 6 and 7. And the system knows that the block 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 27 are free. They are free. And I think it's 10:27. Je veux parler des avantages et des désavantages de la location contiguë et je veux m'arrêter ici. Et donc, jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, chaque fichier occupe un ensemble, donc les avantages contigus. Donc, la lecture, donc lorsque j'ai à lire ou à écrire dans un fichier qui a été alloué contigu, dans des blocs contigus, c'est facile. Lorsque je lis un bloc, je peux lire le suivant, ce déplacement, etc. Ou bien lorsque j'écris un fichier, un bloc, je peux écrire le suivant. Donc, c'est une méthode simple. Nous n'avons pas besoin d'adresse de début nous n'avons besoin que d'adresse de début et de fin et de sa longueur. Elle supporte l'accès séquentiel comme il peut supporter l'accès direct. L'accès séquentiel parce que les adresses des blocs sont contiguës. Je peux accéder, comme on l'a dit, à n'importe quel bloc puisque je connais l'adresse du premier bloc et le numéro des blocs. Ce n'est pas le numéro sur le disque, mais est-ce que c'est le premier bloc ou le deuxième ou le troisième. Puisque je connais l'adresse de début, je n'ai qu'à ajouter cet indice de bloc sur l'adresse de début pour accéder directement à un bloc. Donc, elle supporte l'accès séquentiel comme elle supporte l'accès direct. L'accès séquentiel parce que les adresses se suivent. Et je peux accéder à l'adresse 1, puis à l'adresse 2, puis à l'adresse 3, au premier bloc, puis au deuxième, au troisième, comme je peux accéder directement au 10e ou au 9e, puisque je connais l'adresse du premier et j'ajoute 9 à cette adresse et donc je peux ne pas même passer par ces blocs et donc je peux accéder au quatrième bloc donc par cet accès direct. Cette façon, elle induit la fragmentation. Donc, si je retourne, vous voyez que les blocs occupés et libres ne sont pas contigus. Donc, ici, une zone libre jusqu'à ici, une deuxième zone libre jusqu'à ici, puis une deuxième. Donc, les zones libres et occupées ne sont pas contiguës. Donc, si j'ai besoin d'un fichier qui a besoin de 10 blocs, celui-là ne peut pas le continuer parce qu'on a aussi seulement 4. Celui-là ne peut pas continuer parce qu'on a seulement 6. Par contre, la somme de 4 plus 6, c'est 10. Et donc, voilà, ce problème d'allocation contiguë, il induit la fragmentation externe dans le disque. Les blocs libres ne sont pas contigus. Elle induit la fragmentation comme dans l'allocation de la mémoire contiguë. Les fichiers ne peuvent pas grandir et il est impossible d'ajouter au milieu. Donc, lorsqu'un fichier a besoin d'autres blocs, soit que, comme on l'a dit de le processus, soit qu'on déplace des fichiers à une zone pour lui permettre de s'agrandir. Si par exemple, le fichier, qui commence à 14, le fichier TR, il commence à 14 et il utilise 3 blocs. C'est celui-là. 14, 15, 16. S'il a besoin d'agrandir par un seul bloc,
Oui, le système peut lui ajouter un bloc. S'il veut ajouter par deux blocs, le système peut lui ajouter deux blocs parce qu'il y a deux blocs qui lui sont contigus et qui sont libres. S'il a besoin de trois blocs, il ne peut pas parce qu'il n'a que deux blocs qui sont. Donc, dans ce cas, on doit soit déplacer le fichier qui lui sont pour lui permettre d'accéder à deux blocs, soit de déplacer le fichier lui-même à une zone plus grande. Il faut chercher soit une zone plus grande, soit déplacer. Et donc, qui déplace le fichier, celui-là ou celui-là, doit ralentir le système. Les fichiers ne peuvent pas grandir et il est impossible d'ajouter au milieu. Il est nécessaire d'exécuter périodiquement la compactation pour récupérer l'espace libre, pour décompacter, pour remédier aux problèmes de fragmentation externe. Donc, apparemment, je dois m'arrêter ici. Et donc, en attendant de continuer la semaine prochaine, j'arrête l'enregistrement.